Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite principalement de musique punk rock et de tous ses styles adjacents de notre scène locale québécoise. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois un band que ça fait quand même un petit bout que j'espère recevoir. Il y a même plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais recevoir ce groupe-là. Un de mes bands préférés sur album, un de mes bands préférés live aussi. Je pense que vous connaissez bien Spite House, qui ont accepté aujourd'hui, entre deux tournées, de venir jaser avec moi. Fait qu'on va aussi parler de leur parcours parce qu'il y a différents groupes qui ont précédé Spite House pour chacun des musiciens, que j'ai bien hâte de poser des questions deep cut sur ce sujet-là. Et sinon, aussi, je vais sortir. Il y a quelques mois, ils ont sorti l'excellent Desertion, que là, il y a un gros reflet dedans. Ah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Fait que d'ailleurs, abonnez-vous au YouTube si vous voulez voir les affaires que je montre, puis que vous écoutez, puis que vous savez pas qu'est-ce que je montre. Fait que allez-y, puis Desertion, puis évidemment, tous les groupes qu'on va parler pendant le podcast, tous les albums et tout, allez les acheter sur Bandcamp, ou du moins, allez les voir en spectacle pour l'acheter directement à la table de merch. Puis allez les voir en spectacle parce que évidemment ils sont en déplacement souvent. Fait que quand ils passent dans votre ville, près de chez vous, allez les voir absolument. Donc aussi, allez suivre les réseaux sociaux des groupes qu'on va nommer et des différents artistes qu'on va nommer sur le podcast. Et gros merci à Simon Pelletier pour le montage audio. Puis sinon, si vous voulez encourager le podcast, il y a évidemment le Patreon. Une tranche à 3$ par mois pour l'audio d'avance et 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Puis dans les deux cas, quand j'ai des trucs à faire tirer, ben c'est automatiquement les membres Patreon qui sont inscrits à ces tirages-là. Fait qu'on va commencer l'épisode en allant écouter la tune Desert du dernier album de Spite House, puis on va s'entretenir avec le groupe tout de suite après. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Ben Promo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Ben Promo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé deux pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent Ben du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces deux livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. À chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, ni le marathon des films Beethoven à TQS. Et Dieu sait que j'aime voir un chien ruiner un édredon. Non, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Gratuite comme les biscuits chez le vétérinaire. Sauf qu'ici, il n'y a pas de piqûre. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouins sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. De la découverte en canne. Une bonne canne. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer. Je cours après le ballon.
un comédie club, je comprends pas tout, mais je ris quand même. Au marché aux puces, plein de choses à sentir. Et des food trucks, je bave déjà. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. PoudzaFest du 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. PoudzaFest. Merci beaucoup, Nabil, Marc, Max, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Après, en plus, entre deux tournées, de retour d'Europe et à l'aube de partir aussi sur la côte ouest au moment où on enregistre dans vraiment pas longtemps, en fait. Je l'ai commencé, je me demandais en fait comment j'allais commencer. Je vais vous montrer la petite cassette, votre première sortie ici, le démo promo que vous aviez, je pense, lâché comme un soir dans un genre de jam night au Turbo House, si je me trompe pas. Je sais pas si c'était votre premier spectacle. Est-ce que vous pensiez en moins de 5 ans que vous allez être rendu à faire des tournées comme ça un peu partout, États-Unis, Europe et tout? Qui va commencer? Le suspense s'est lancé. Je pense qu'on pensait pas, mais c'était le but. Ouais. Quand moi et Max, on avait commencé, c'est ça, on savait pas où ce que ça s'en allait, mais notre but commun, c'était sortir des albums, faire de la tournée, se faire connaître définitivement. Tu sais, parce que vous avez quand même, on va y revenir, mais vous avez eu d'autres projets auparavant. Tu sais, 5 ans, c'est pas long pour se rendre au point où vous en êtes puis avoir comme les opportunités vraiment cool que vous avez un petit peu partout. Mais c'est ça, de base, quand vous aviez fondé le band, vous étiez comme Marc puis Max en premier. C'était-tu quand même un objectif de se rendre à ces tournées-là ou vraiment c'était comme... L'ambition était-tu là, dans le fond? Ouais, je pense que l'ambition était là. Ben, dans le fond, je me souviens, le premier jam qu'on a fait à ta maison, j'étais genre, yo, moi, c'est mon rêve d'aller jouer de la musique en Europe au moins une fois dans ma vie. Puis j'aimerais vraiment faire ça avec cette band-là. Puis t'étais comme, ben là, c'est sûr qu'on est capable de faire ça. Ouais. Puis j'étais comme, alright, ben, let's go for it. Puis, tu sais, c'était un temps aussi un peu bizarre. Tout de suite après, c'était la pandémie. Ouais, Puis direct, comme on a là. eu full de temps pour comme écrire, puis se pratiquer. Puis c'était comme, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire de positif. Mais ouais, c'est un peu comme ça a commencé. Puis, ouais. OK. Parce que dans le fond, y avait-tu déjà eu des tournées en Europe? Je pense que Dark Circles, vous aviez été une fois, si je me trompe pas, ou de ce que j'ai vu, là. Ouais, en juillet 2015. OK, quand même. Ça va faire 11 ans bientôt. Ouais, on avait fait une tournée en Europe avec un band allemand qui s'appelle Throwers. Ouais, on était parti à peu près 3 semaines. On avait fini avec le Fluff Fest. OK. Puis je pense que Nabil était là, peut-être à ce Fluff-là. Ah ouais, Ouais, pour vrai? c'est drôle, mais j'ai vu le band de Marc. Je sais parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube, puis je me dis, ouais, je pense que j'ai vu ce band-là. Moi, j'allais au Fluff Fest chaque année, puis je connaissais pas Dark Circles, j'ai pas forcément retenu le nom, je pense, mais je trouve ça vraiment le fun qu'on ait partagé ça sans le savoir. Puis ton groupe était pas sur l'affiche non plus? Moi, j'ai joué l'année suivante, Ok. en 2016. Puis, tu sais, on va dire, pour te retourner la balle, là, en même temps, toi, de ton côté, on va pouvoir y revenir, mais tout le côté, tu viens de Toulouse et peut-être Lyon, selon là, les moments que j'ai vus dans ta vie. Quand tu as déménagé au Canada, est-ce que c'était aussi un de tes buts de repartir un band ici, puis vivre, on va dire, l'expérience plus de faire des shows Amérique du Nord versus Europe? Pas du tout. C'était plutôt l'inverse parce que juste avant de partir au Canada, j'avais déjà dans le projet de partir au Canada. La dernière tournée qu'on avait fait avec mon band, j'avais des grosses douleurs au poignet. OK. Puis à la fin de la tournée, à dernière date, j'arrivais même plus à faire un power chord. Puis je suis allé chez le médecin qui m'a fait faire des radios. Puis on s'est aperçu que j'avais une rupture de ligament. J'ai dû me faire opérer. Puis la rééducation était vraiment tough et je pensais pas pouvoir rejouer d'un instrument. Tu sais, ils m'ont dit ouais, mais ça va prendre des années, etc. OK. Fait que ça a été pour moi un peu un challenge. Et ouais, ça m'a forcé à me rééduquer pour pouvoir rejouer de la musique un jour. Tu t'es pas pété le bras aussi tout de suite après ça? Genre 2 ans ouais, après? l'été 2020. Mais ça, c'est pas grave. Ça Mais dans le part. fond, est-ce que c'est une des raisons ou c'était juste par utilité que tu as, on va dire, changé à la base? Parce que de ce que j'ai compris, tu étais principalement un guitariste dans tes projets précédents. Y a-tu quelque chose d'ergonomique dans la bass qui est bon pour la guitare? Pas vraiment. En fait, la bass, c'est pas vraiment mon premier instrument, c'était le drum. Mais la ça, bass, c'est vraiment le premier instrument que j'ai
vraiment joué dans l'optique de faire des bands, de jouer tous les albums de Blink, puis tout ça. Puis il se trouve que mon premier vrai band, j'étais à la guitare au final. Okay. Ouais. Puis t'as dit, quand t'es venu au Canada, t'avais déjà un groupe de fondé avant d'arriver ou que t'avais déjà prévu le faire ou j'ai mal compris? Okay, j'ai mal compris. Ça, je pensais que t'avais déjà comme contacté des gens, faut que dès que tu débarques de l'avion. Non, moi j'étais vraiment dans l'optique de je pense que c'est fini pour moi de jouer de la musique, malheureusement. OK. Puis là, c'est ça. Un autre truc, parce que là, je veux parler de Desertion aussi, le nouvel album qui est sorti il y a quelques mois. Vous avez passé de New Morality Zine à Pure Noise. Je sais que pendant un bout, là, je t'avais croisé, Max, puis tu avais l'air d'avoir un grand secret, puis tu savais que ça s'en venait, que Pure Noise voulait vous signer et tout, mais tu gardais ça sous silence. C'est comment que ça s'est passé, le processus, pour le switch ou directement aller sur la signature Pure Noise? C'était long, premièrement. Comme, je sais pas, moi, dans ma perspective externe, c'était quelque chose qui se faisait assez rapidement. D'habitude, quand un label t'intéressait à un band, mais dans le fond, j'étais en tournée avec AVX, qui est un band sur Bridge 9. Ils m'avaient demandé de remplacer le guitariste pour leur première tournée européenne. Puis, on avait fini Desertion, puis on s'est dit, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a out there pour l'album. On voulait grossir en tant que band, puis je m'en vais avec ça. C'est ça, c'est... Mais est-ce que vous aviez envoyé à une couple de places ou comme Pure Noise, c'était votre dans le fond, c'est qu'on a un agent européen qui a été notre agent après la première tournée européenne. Puis lui, il avait entendu l'album, puis il était comme « il faut vraiment que vous poussiez pour que... » Il tripait sur l'album, dans le fond. Puis là, il nous avait mis en contact avec Pure Noise. Puis aussi, on avait d'autres idées de label qu'on voulait essayer, mais on n'avait aucune idée si ça fonctionnerait ou quoi. Puis Jake de Pure Noise il avait répondu « I'll give this a spin ». Puis j'avais reçu ce courriel-là, je pense, pendant que j'étais en tournée avec AVX. Puis ça a comme resté de même pendant comme une couple de mois, me semble. Puis après ça, notre set du Outbreak, il est sorti sur YouTube. Okay. Puis j'ai comme follow-up avec, j'ai dit « Hey, check, on a joué au Outbreak, c'était notre set, si jamais tu te demandes comment on sonne live ». Puis après ça n'a pas été long qu'il a démontré comme plus un intérêt concret. Il demandait c'est qui a enregistré l'album, etc. Okay. Puis après ça, ça a pris des mois avant que ça se concrétise aussi. Ouais. Mais tu sais, je regardais un petit peu, puis Pure Noise, on va dire, il y a comme, ils ont Cloud Nothings, ils ont Knock Loose, Drug Church, puis ils représentent aussi beaucoup de bands vraiment hyper variées. Je sais pas combien il y en a sur le roster, mais c'est énorme. Mais un des groupes qui a été... Je sais pas si c'est le premier band québécois ou montréalais qui a été dessus, c'est Monday's Bay. Tu sais, veux pas, je fais le lien avec John Donnelly puis Citos avec lequel tu as été. Est-ce que ça a quand même été un point de contact qui a pu aider d'une certaine façon à ta connaissance? Ou non, pas vraiment. Okay. Dans le fond, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait la pré-prod pour cet album-là. Ah ouais? En tout cas, une partie de la pré-prod, on l'avait faite où on a enregistré Desertion, justement. Mais non, je veux dire, le nom Pure Noise... je connaissais avant que Monday's Bay se fasse signer là-dessus. Okay. Puis, je sais pas si... Tu sais, comme... En tout cas, je veux pas rien dire que je sais pas ou assumer des trucs, mais mon impression, c'est pas que ça a été hyper positif parce qu'ils ont signé sur Pure Noise, c'était la pandémie, puis après ça, le band a comme arrêté. Ouais. Fait que c'était pas comme... ça a pas été comme une porte d'entrée pour nous. C'était vraiment à travers notre agent, Phil... Ouais. OK. Parce que là, c'est ça. Puis là, j'avais vu Monday's Bay aussi, je pense que. Parce que on peut parler de ça. Il y a le côté tout studio. On va dire que Max, tu fais pas mal tout là, pour les enregistrements. Il y a la rencontre entre toi et Marc, que c'est aussi là, en étude, on va dire, d'enregistrement studio et tout. Mais toi, avec, je pense, Marc, tu as enregistré comme un live ou une pré-prod de Monday's Bay, de ce que j'ai compris. Ouais, en fait, je me souviens pas c'était en quelle année. Il voulait faire une session live, fait qu'il avait hire un video guy. Puis je connaissais John. Dans le temps, j'avais fait le démo pour Hopeless Youth. Okay. Un vieux band à John. Puis comme on se connaît au travers les shows, tout ça. Puis là, il m'avait demandé d'aller faire le son pour la session live. Puis c'était dans leur jam space. C'était hyper easy going. J'étais arrivé là, ma carte de son. Puis finalement, ils l'ont sorti en recording live en 7-inch. J'étais super content. J'avais aucune idée que ça allait aller là, mais... ouais, ça vaut la peine, même si tu penses que c'est des tout petits projets, tu le fais comme il faut, puis ça paye in the long run.
Ouais, ben il y a beaucoup de ramifications. Là. Je regardais les trucs, puis que je voyais à quel point que le 6 degrés de séparation, on va dire, dans la scène, même, on va dire canadienne, elle n'existe quasiment pas. Là. Fait que je voyais tous ces liens-là. Mais une affaire du côté studio que je voulais vous demander, vous en avez parlé, Max en a beaucoup parlé aussi, comme les 2 premiers albums. Ben, les 2 albums en fait de Spytars tournent beaucoup autour de la perte de tes parents. C'est très personnel comme projet. Si jamais il y a comme une autre direction pour les thématiques, pour les albums à venir, puis qu'on va te dire que le côté personnel, moins émotionnel comme ça va être là, est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à laisser aller ou essayer d'enregistrer avec quelqu'un d'autre, Ben, le prochain, je veux le faire. OK. Puis après ça, je suis pas fermé à utiliser le band pour checker des trucs sur une liste, travailler avec tel producer ou whatever. C'est des choses que je pense que moi, puis Marc, puis Nab, on serait content de faire aussi. Puis en ce moment, je suis plus en mode, je sais pas, je suis comme très protecteur du projet. Puis c'est comme, vu que c'est tellement, en tout cas sur les 2 derniers albums, c'est tellement personnel, je voulais pas devoir me sentir mal de dire si pas, si ça sonne pas comme que je voulais ou etc. Puis j'ai aussi l'autre côté de la médaille qu'il faut comme laisser le producer faire sa job. Puis je voulais pas risquer que ça soit pas exactement comme que je voulais pour ces 2 albums-là. Puis le prochain, j'aimerais ça aussi le faire, mais je suis pas fermé à l'idée dans le futur. On avait parlé brièvement dans l'entrevue là, quand tu étais passé pour Citos, mais tu avais eu un mentorat avec J-Mass de Defeater et plein d'autres bands. Je sais pas si, comme chacun, ce serait quoi, sans vous jinxer, là, touchant du bois, ce serait quoi votre numéro 1 avec qui vous aimeriez enregistrer? Ben moi, je pense que j'ai 2 top 1. Of course, Kurt Ballou au God City, puis Jack Shirley au Atomic Garden. Je crois qu'on a comme des points communs. Ouais, moi je dirais que c'est mon numéro 2, numéro 3. Pour moi, ce serait Brian McTernan. Juste parce que j'ai vraiment grandi avec tous ces prods. Puis genre, c'était le chanteur de Battery, qui est un groupe que j'adore. Puis maintenant, Be Well. Mais ouais, après ça, c'est clair que Kurt Ballou et Jack Shirley. Mais Kurt Ballou, en plus, je pense que déjà, il me semble, j'ai au moins 2 bands québécois que j'ai interviewés ici qui ont passé avec eux. C'est peut-être Mondays Bay. Mondays Bay, c'était Kurt Ballou. Okay, ouais. Mais il y avait un band à Montréal, Jesus Horse aussi, qui avait enregistré avec lui, peut-être en 2015-2016, je pense. Là. Je pense que c'est du monde de FOMO qui sont là-dedans maintenant, je pense. Il y a aussi Myanmar qui ont enregistré avec... ben oui, c'est vrai, avec Balou qui a enregistré. Ouais, c'est ça. Quel album. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, Max, ce serait qui? J'ai pas vraiment de réponse parce que je trouve que comme les producers que j'aime, ça dépend vraiment de comme l'année puis des projets sur lesquels ils travaillent. Comme, tu sais, je pourrais en nommer que j'aime full certaines de leurs prods puis d'autres que j'aime vraiment pas. Fait que je vois plus comme cette année-là, qui sait que je trouve qu'il a fait des trucs nice. Okay, ouais. Puis tu sais, veux pas, il y a le côté aussi, j'imagine... Tu sais, ça va être du mentorat indirect, là. Tu suis sûr que tu vas regarder par-dessus son épaule, tu vas regarder ce qu'il fait. Ben, justement, j'aimerais ça que si on entre en studio avec un producer, que je sois plus laid back, puis que je me laisse vraiment plus guider par sa vision de comment faire les choses, puis de pas trop, comment dire, intervenir. Okay, Micromanager. Ouais, micromanager. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ce piton-là? Hey, ça, hey. Mais ça, tu devrais pas faire ça de même à la place. Mais quel studio? Mettons n'importe quel studio, n'importe quel drum room, genre. Je sais pas. Je sais pas si, tu sais, avec le décès de Steve Albini, je me demande si son studio est encore disponible ou s'il roule encore. Je me suis demandé après, tu sais, si tu veux quelque chose de vraiment minimum live. Là, je suis pas mal sûr que tu peux encore le louer. Ouais. Il me semble que j'ai vu un story de justement Kurt Ballou qui était au studio pour faire du recording. Mais ouais, c'est une très belle room aussi. Ouais, c'est comme une espèce de silo, j'ai l'impression. Là, très belle room à recorder, ouais. Okay. Puis, tu sais, tout le côté, justement, que c'est un projet comme très personnel là, à Max et tout. Je sais que Marc puis Max, vous connaissez déjà depuis 10-15 ans à peu près. C'était comment, on va dire, de votre côté à toi, à Marc puis à Nabil, de rentrer dans ce projet-là qui est vraiment, je veux pas dire, tu sais, très contrôlé par quelque chose qui est quand même super important pour Max puis qui est comme très émotionnel. Là. Fait que je sais pas, vous autres, quand vous avez embarqué là-dedans, c'est quoi votre approche? Parce que, tu sais, les deux, vous avez aussi des groupes avant. J'imagine la participation à la composition ou à l'enregistrement. Ouais, ben, je connaissais quand même l'histoire à Maxime depuis longtemps. Fait que ça
c'était comme vraiment naturel. Puis, tu sais, le côté musical, nos influences se ressemblent tellement que ça a été seamless. Ok. Tu sais, Maxime disait tantôt, il veut faire le prochain album aussi. Notre machine est vraiment bien rodée pour composer, pour enregistrer, autant de la pré-prod jusqu'au recording. C'est vraiment seamless. C'est tellement agréable. Tu sais, on n'a pas de temps de studio. On peut le faire à notre guise. On est malade, on peut reporter quoi que ce soit. Fait que pour moi, ça a été ultra naturel. Là. Puis Max, il s'est vraiment ouvert à nous autres aussi. Comme littéralement comme un livre ouvert de voilà ce que je parle. Il nous a envoyé les lyrics avec une description complète de pourquoi cette chanson-là parle de ça. Fait que c'est vraiment Maxime, je trouve, qui nous l'a comme déposé devant nous autres, qui nous a comme invité, OK, voilà ce que je veux parler, vous êtes le monde avec qui je veux en parler. Puis c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est le Ben à Max, on est vraiment un trio. On partage toutes ces émotions-là. Puis Max est notre meilleur ami. Tu veux supporter tes chums. Fait que c'est comme on transporte ce fardeau-là avec lui un peu. Là. Ouais, je pense que ce qui prône dans la dynamique, c'est vraiment qu'on se fait confiance. On fait 100% confiance à Max. Puis je pense qu'il nous fait aussi confiance quand il amène des tunes. Puis qu'on les travaille ensemble, on comprend tout de suite qu'est-ce qu'on attend les uns des autres. Puis moi, j'ai toujours l'impression qu'on essaie d'avancer dans la même direction. Là. C'est vraiment rare les fois où on a des différents points de vue musical. Ça coince jamais vraiment. Genre. Ben, la part de chacun paraît vraiment, on sent même que ça respecte. Il y a comme un arc narratif dans la musique aussi, j'ai l'impression. Il y a autant là, comme les passes de basse, les passes de drum qui sont vraiment comme ciblées pour faire des accents aux bons endroits et tout. Fait que, entre, disons, le démo puis le premier album, tu sais, toi, Nabil, t'es arrivé au cours de ce moment-là. Y a-tu quand même eu une différence au moment de composer les chansons, vu que sur le premier, je pense que c'est Max qui fait la bass et la guitare, là? C'est ça. Moi, quand je les ai rejoints, c'était comme une couple de semaines avant qu'ils enregistrent l'album. Fait que j'ai pas pris part à l'enregistrement. Fait que tu demandes par rapport au deuxième album, ce qu'on a composé tous ensemble. Ouais, c'était beaucoup plus, pour moi, c'est sûr, beaucoup plus collaboratif. Je sais pas, peut-être plutôt eux de leur côté, leur demander quelle a été la différence, parce que moi, j'étais pas là pour le premier. Okay, ouais, ben je pense que pour le deuxième, il y a beaucoup de choses qui se sont décidées en studio. Puis Max a vraiment été un bon producer, puis il m'a vraiment poussé, OK, non, ça, il faut une part de drum, un feel de drum vraiment plus élaboré. Max est vraiment un bon drummer aussi. Fait qu'il y a des fois, il allait sur le kit, il me disait joue ça. Ouais, des fois, il le faisait en beatbox pour que je le fasse en. Il est gêné. pour que je le fasse en drum. Ouais. Fait qu'il y a par rapport, mettons, au premier album, ou le premier, tu sais, le démo puis le premier album, on jammait, puis OK, ça va être ça la tune, puis on la composait en jouant. Puis après ça, c'est beau, c'est ça qu'on va enregistrer. Mais le deuxième, chaque partie, indépendamment, était analysée au microscope en studio. Puis OK, ce fil-là, lui, il faut le travailler un petit peu. Fait que là, on le travaillait en temps réel ensemble. Mais ça paraît que c'est comme ça, en fait. Tu sais, je veux dire, une de mes questions, c'était à quel moment que Max t'a écrit la phrase I grew up 16 years in a single day. Puis que c'est clair que le moment a été choisi, la place dans l'album. C'est un moment fort aussi à chaque spectacle. Maintenant, c'est la phrase que tout le monde chante en même temps et tout. Est-ce que tu viens de l'avoir comme écrite, pensée, puis dire celle-là, il faut qu'elle aille à une place vraiment importante dans l'album? Je me souviens pas spécifiquement. Ça fait vraiment longtemps qu'on a écrit cette chanson-là. C'était comme pas longtemps après qu'on ait sorti le premier album. OK. Je me souviens qu'on l'avait comme pratiqué au Jam Space sur Partenay. Puis que j'étais juste genre là, il y a cette part-là, puis c'est ça que c'est. Ah ouais, c'est bon. Mais je me souviens pas de l'avoir écrit, je me souviens juste que comme je calculais que l'album sortirait quand j'aurais 32 ans. Puis c'est arrivé ces affaires-là quand j'avais 16 ans. Fait que je sais pas, c'était comme mon thinking, c'était comme ça m'a rendu. J'étais déjà rendu à la place où je suis en ce moment, mais quand j'avais 16 ans, c'est juste que j'ai repoussé d'en parler tout ça, toutes ces années-là. Fait que ouais, mais je me souviens pas le moment spécifique de quand j'étais comme je vais écrire ça. Moi, je me souviens du moment
la première fois que je l'ai entendu Mhm. en jam, puis je pense qu'on s'est tous dit « Oh shit, ok ». That's Puis the je one. pense que ça a mis la barre haut aussi par rapport à qu'est-ce qu'on attendait de nous-mêmes. On s'est dit « Ok, c'est ça la direction, c'est ça ce dont on est capable, c'est ça qu'on a envie de faire ». Puis après, ça a été que de refine, là, genre Mhm. tout ce qu'on faisait. Mais c'est vrai qu'on l'a composé il y a vraiment longtemps. Puis Moi, je pense que Desert a un petit peu pavé la voie au son de Desertion. Ouais. Mm. Pour que ça soit plus dark un peu, plus personnel, puis aller creuser. Plus agressif Ouais. aussi. C'était Ouais. comme, tu sais, plus des. Je sais pas, les breaks dans la Ouais, ouais. tune. Puis, ouais. Ouais, ça, ben, il est beaucoup moins. Il est moins dans le tapis tout le temps avec comme juste comme un gros mur de son. Tu sais, il est plus épuré, mais chaque moment est plus intense. Tu sais, justement, Mhm. comme quand la phrase est chantée, moi, je m'en souviens, quand je l'ai écouté, puis tu sais, en parlant à d'autres mondes, tu sais, t'arrêtes de faire ce que tu fais, tu fais comme, OK, tu sais, il vient de se passer un moment pour vrai. Mhm. Puis il y a plein de petites pépites comme ça, justement, là, d'éparpiller aussi beaucoup. Là, moi, le côté drum, veut pas, ça m'accroche. Là, fait qu'il y a plein de petits moments magiques là, qui se passent là, tout le long. Fait que, Ouais, merci Max de m'avoir poussé. Hein, je me souviens des moments, je vais peut-être le simplifier. Non. Rajoute 2 notes, puis rajoute 2 kicks là. Puis, Fais juste le jouer, c'est facile, esti. je pense que globalement, on a vraiment essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ça serve le plus les chansons. Et comme j'ai dit auparavant, c'est vraiment... on a vraiment mis la barre haute par rapport à nous-mêmes, genre nos attentes, puis ce qu'on veut réaliser. Puis moi, je rajouterais par rapport à Nab qui est dans le band pour Désertion versus pas pour l'autre, c'est que c'était quand même vraiment nice d'avoir tout de suite de la bass. ouais, ok. Genre en jammant, c'était différent pour nous. Puis ça l'a aidé à construire les chansons de façon plus... tu sais, genre de façon plus en band. C'est comme le premier album, on l'a enregistré puis tout, puis on n'avait pas joué de show, rien. Puis c'était comme, OK, mais là, comment qu'on va faire pour jouer ça en show, puis blablabla. Puis le deuxième, c'était comme, il y avait plus l'aspect live en tête. Comme, bon, genre, ces parts-là, comment qu'ils vont sonner en live, ils vont être comme plus percutantes. Puis aussi, on s'assurait que tout ce qu'on fait sur l'album, on peut le faire en live en tant que trio. Fait que le fait que Nab soit là, c'était plus facile d'avoir une idée globale d'une chanson comme Ride Away. Même si c'était pas peut-être, tu sais, les parts, c'était pas les parts finales qu'il y avait au premier jam. Là, on les a retravaillés en pré-prod puis tout, là, mais... Ouais, puis live, ça paraît. Là, je me souviens qu'une des premières affaires qui m'est venue en tête quand je vous ai vu live la première fois, c'est à quel point la basse était hyper présente. Là, elle n'est pas juste là pour supporter. Elle met l'intensité. Puis je me souviens que le volume était quasiment même presque un peu plus fort que la guitare, j'avais l'impression, mais ça l'écrasait rien. C'était vraiment là pour l'intensité, puis c'était parfait. Ouais, ben il y a eu comme cette interaction-là aussi sur Désertion, le fait de pouvoir comme l'entendre tout de suite, c'est comme, OK, mais là, moi je joue ça, fait que là, toi, tu peux faire ça, qui va supporter ça, puis là, tu sais, c'est comme T'avais pas à splitter ton cerveau instantanément. Ben, la à chaque- bass puis la guitare, ils se répondent un peu sur l'album, puis sur le premier, ça fait pas ça parce que c'est comme, la bass, ça a genre été le truc, OK, il faut de la bass, fait que je fais des parts de bass qui suivent pas mal la guitare, puis avec genre des power chords à la bass parce que, tu sais, je trippe sur Dinosaur Jr., puis... Ok, ouais. Fait que, C'est ça. marrant parce que moi, je me suis quand même pas mal inspiré de tes parts de bass du premier album pour Ouais. quand j'ai continué à composer par la Ouais. suite, en voyant qu'est-ce que tu attendais comme accent, qu'est-ce que tu avais tendance à aller vers en termes de mélodie et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette complémentarité Ouais. entre la bass et la guitare qui est, je pense, intentionnelle. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, je reviens un petit peu à ça, mais tu sais, je parlais au début là, tu sais, d'ambition et tout ça, où que le Ben est rendu. Est-ce que vous le sentez quand vous faites des spectacles ailleurs ou même ici que, tu sais, il n'y a plus beaucoup de monde qui ont des rêves de vivre de la musique à cause de plein de paramètres qu'on connaît tous là, à gauche et à droite. Puis, vous êtes quand même un des groupes, pour mentionner, on va dire, Puffer puis Béton Armé, qui n'ont pas peur d'aller ailleurs puis de faire des shows, puis qui remplissent les salles en leur nom et non juste en supportant quelqu'un d'autre nécessairement. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez encore possible si jamais l'opportunité se présente? Je comprends pas la question. Est-ce que vous pensez pouvoir un jour juste faire de la musique? Genre autant studio et band, mais comme... Là, je sais que vous avez des jobs professionnels puis que Max, t'étudies dans quelque chose de sérieux, là, mais est-ce Non, que vous seriez prêt à... Moi, ça fait 8 ans que je vis de la musique, que ce soit en tapant des bandes ou Ouais, en... c'est ça. Ben, en fait, pas
pas vraiment d'autre chose parce que le band, ça génère pas vraiment d'argent. OK. Mais je sais pas, moi, c'est comme... C'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Fait que le plus que je peux en faire, le mieux c'est pour moi. Après ça, la réalité de... Je veux dire, tu sais, Marc, il a 37 ans. Il y a une famille. Non, mais tu sais, comme... Je sais pas, tu sais, plus tu vieillis, plus t'as comme des besoins financiers. Je veux dire, tu sais, il se rapproche de la retraite, là. Non, c'est ça. À 37 ans, t'es à 7 ans de te partir un podcast, je t'avertis tout de suite. Là, Mais t'as plus, j'ai encore mes cheveux, là, ça Ouais, va c'est pas ça. bien. Ouais, t'aurais dû me prêter ta tuque avant Ouais, le je début. sais, sorry. mais mettons, pour répondre de façon plus sérieuse à la question, c'est que comme moi, je prends la musique vraiment au sérieux, que ça soit dans des bandes pas sérieux, je prends quand même ça au sérieux. Puis, tu sais, mon but, c'est d'en faire le plus possible. Puis tu sais, dans le fond, si tu vis de ça, tu as le temps d'en faire plus. Fait que Ouais. OK. c'est sûr que c'est comme, je veux dire, it's the dream, mais genre... Parce que tu sais, il y a tout le côté. Parce que c'est ça, parce que là, je voulais savoir aussi, Nabil, de ton côté, pour la même chose. Tu sais, j'ai vu qu'il y a vraiment eu des bands, vous avez fait aussi des tournées en Europe. Tu sais, Woodwork a quand même roulé beaucoup. Tu as eu aussi beaucoup de projets, mais j'ai vu que tu as passé, toi, de Toulouse à Lyon, je pense, où c'était des projets qui étaient là. C'est quoi un petit peu ton parcours avant de venir au Canada? J'ai fait beaucoup de bands dans beaucoup d'endroits différents parce que moi, j'ai grandi à Nice, dans le sud de la France. Je suis parti faire mes études à Toulouse. On a starté mon premier band à Toulouse qui s'appelait A Bridge to Many. Après ça, on a fait Woodwork. Puis ces bands-là, tout de suite, on a commencé à faire des shows. Je veux dire, ma première tournée, c'était en 2008. OK. C'était en France et en Espagne. Et c'était legit. C'était le premier show de la tournée, je pense, c'était notre 4e show ever. OK. Fait qu'on a tout de suite eu l'envie de faire des shows et de tourner. Puis je pense que j'étais à l'université à ce moment-là avec ce band-là. Puis je pense legit on partait 2 week-ends par mois, genre, OK. faire des shows. Quand j'y repense, c'est insane. Puis c'est ça. Après, moi, j'ai fait une année à Madrid. Je suis allé étudier à Madrid pendant 1 an. J'ai joué dans un band là-bas qui s'appelait Moments. j'ai pas On vu a, je pense qu'il y a une démo qui est juste sur YouTube, puis des lives aussi sur YouTube. On a fait comme, je sais pas, 5-6 shows, quelque chose comme ça. C'était quel style un peu? C'était un peu... Je dirais pas Power Violence parce que ça n'avait pas forcément les codes du Power Violence, mais c'était à l'époque de Trash Talk, Ceremony. C'était en 2009, 2010. 2010, ouais. Puis c'était ça, c'était fast, avec des mosh parts un peu plus lourdes. C'était vraiment le fun. Puis après ça, je suis revenu à Toulouse. J'ai rembarqué dans Woodwork. Fait qu'il y a un split 7-inch sur lequel je joue pas. Okay. Parce que c'était à ce moment-là quand j'étais en Espagne. Mais c'était des morceaux que j'avais quand même écrits. Okay. Puis... mais est-ce que... Je me suis demandé, parce que j'ai vu que c'est vers 2021 environ, 2020, je pense que t'étais plus dans le groupe nécessairement. Mais est-ce que le groupe est encore actif? Plus actuellement. Okay. Tous les membres ont fait un autre groupe ensemble. En fait, ça a juste changé de nom puis de style. Ça s'appelle Shadow Tides. Okay. On a joué leur premier show à Toulouse ensemble. C'est plus dans une veine mélodique, des choses comme un peu Revolution Summer, mais aussi un peu Blitz, Leatherface, des choses comme ça. Puis c'est ça, à Toulouse. Moi, après Toulouse, en fait, je suis parti vivre à Vancouver pendant 1 an. Et puis là-bas, j'ai joué dans un band qui s'appelait Out of Sight, un groupe de hardcore straight edge. On a composé un album, on allait l'enregistrer en studio, puis j'ai eu la nouvelle que je ne pouvais pas renouveler mon visa, fait qu'il fallait que je rentre en France. Okay. Ils sont quand même allés enregistrer l'album sans moi. Puis au final, le chanteur a jamais enregistré le vocal. Okay. Donc ces morceaux-là, ils sont restés dormants pendant 6 ou 7 ans. Puis finalement, la bassiste a décidé de chanter dessus, puis c'est devenu Punitive Damage. OK. Oui, ben, c'est un groupe qui vient à Montréal de temps en temps. Ouais, ils ont joué la dernière fois avec Prowl et Comeback Kid, je pense. OK, quand même, ouais. Fait que la démo et le premier 7-inch, c'était les sessions de l'album qu'on avait fait, moi, j'ai pas enregistré, mais c'était des morceaux. Il y a une couple de morceaux de riffs que j'avais contribué.
Je me suis demandé pour le côté Colombie-Britannique, par exemple, que j'avais vu. Je ne sais plus si c'est en entrevue ou si c'est en quelque part dans mes recherches, mais tu as travaillé pour le Underworld là-bas. Ouais. Est-ce que tu savais l'historique du Underworld puis le côté punk rock qui partait de Montréal et tout ça en travaillant là? Ou tu sais, Alex Bastide aussi? Alors, pas du tout, mais je me souviens la première fois que j'ai rencontré Alex, j'ai jamais vraiment interagi avec lui. J'étais juste un employé, là. Mais il avait comme une briefcase de boss, là. Puis il y avait un gros sticker de Minor Threat dessus. Ouais. J'étais genre, il est correct, lui. Mais non, je connaissais vraiment pas l'historique. On m'avait dit, tu sais, ça vient de Montréal. Puis, mais il y a le label ça. aussi. Tout, Et c'est en arrivant ici que j'ai compris un peu plus les shows à l'Underworld, ce que ça représentait un peu pour la scène de cette époque-là. Ouais. Mais oui, je travaillais au skate shop Underworld à Vancouver. Puis j'aimais vraiment ça, être dans un environnement. Moi, j'ai commencé le skate quand j'avais 11 ans, tu sais. Puis c'est comme ça que le bras s'est cassé. C'est comme ça que le bras s'est cassé. Puis je pense que c'est la dernière fois que je suis monté sur un skateboard. C'était l'été 2020. Voilà. Puis après ça, quand je suis rentré de Colombie-Britannique, je me suis installé à Lyon. Moi, je suis né à Lyon. J'ai mon père qui habite à Lyon. J'ai passé toutes mes vacances scolaires à Lyon. J'ai découvert la scène DIY à Lyon parce qu'il y avait une scène, notamment Screamo, qui était très, très active en milieu 2000, début 2000, avec des bands comme Daitro, Mia Edrich et énormément de concerts. Puis, c'est ça, mon ami Vincent m'avait proposé de jouer de la guitare en live dans son band qui s'appelait Israel Regardi, qui était vraiment un mélange entre Joy Division et New Order, avec un petit côté comme shoegaze. Puis on s'est retrouvés à faire plein de premières parties de groupes super comme Merchandise, Nothing, Lost for Youth. Et c'était vraiment le fun. Puis c'était un style de musique que j'écoutais un petit peu, mais que je pensais pas être capable de jouer. Puis en fait, c'est très simple. C'est juste les pédales. C'est les pédales qui font la job. Hein. Tu fais n'importe quel accord, ça sonne bien. Et après ça... Vincent, le groupe s'est arrêté, puis Vincent m'a proposé de monter quelque chose d'autre. Puis moi, j'avais des riffs un peu plus indie rock. Okay. Puis on a fait Gouache, où Vincent était au drum et au chant, parce que lui, à la base, c'était le drummer de Sport de Lyon, sur le premier release. Sport qui seront au Poudza. Oui, qui seront au Poudza. J'ai vraiment très, très hâte de les voir. Fait qu'on a fait ça, on a fait ce band Gouache, on a fait pas mal de shows, puis c'était littéralement, je sais pas moi, 6-8 mois plus tard, je déménageais à Montréal. Okay. Fait qu'il n'y a jamais eu deux bands qui se sont chevauchés dans le temps presque? Non, pas vraiment. Je réfléchis, non, je pense pas. J'ai eu plein d'autres projets, j'ai jamais avec pas mal de monde, j'ai fill-in à droite à gauche, mais c'était toujours ponctuel, c'était toujours quand il se passait pas grand-chose. C'est quand même beaucoup plus difficile de faire de la musique, je dirais, en France, en Europe, qu'ici. Il n'y a pas autant de shows qu'ici, tu sais, fait que tu peux passer des mois sans voir des shows, sans jouer de shows, parce que c'est juste, il se passe pas grand-chose des fois. C'est bizarre, en plus, avec le bassin de population, théoriquement, tu te dis, même si tu fais plein de petits shows, il devrait y avoir théoriquement autant de monde que dans une petite ville, mais... Ouais, c'est vraiment différent. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde. Une scène comme Montréal, c'est sûr que c'est une ville majeure. Hein, c'est pas comparable. Mais il y a sûrement, j'imagine, des éléments qui ont aidé aux tournées. Parce que vous avez un agent de tournée aussi avec Spytars, mais y a-tu quand même des points que tu as pu apporter avec, on va dire, tes contacts avec les nombreux shows que tu as fait là-bas aussi Ben oui. Oui, la première tournée européenne. Alors, je vais revenir sur ce que disait Max tantôt, c'est que lui, il avait ses objectifs qu'il avait envie d'essayer d'atteindre avec le groupe, notamment de faire une tournée en Europe. Je me souviens que tu m'avais dit que ce que tu voulais vraiment faire, c'était aller en Europe une fois dans ta vie avec un band avant tes 30 ans, je crois. C'était comme je refusais d'aller en Europe si la première fois que j'y allais, c'était pas avec un band. Ok, je pensais si t'avais pas encore 30 ans. Ouais, si j'ai pas 30 ans, j'y vais pas. Puis je pense que là, on avait enregistré l'album, on l'avait peut-être même sorti, on avait fait une coupe de show, puis on s'est dit, ok, let's go, je vais booker une tournée en Europe, j'ai suffisamment de contacts, je suis allé un peu partout. C'était quelque chose d'atteignable. Puis il y avait quand même des gens qui étaient intéressés aussi par ça, c'était pas juste j'ai un band, on va y aller. Et on a booké cette tournée avec Fever Child, un groupe belge, emo. Et ça, je pense qu'à date, ça reste une de mes tournées préférées avec le band. Ouais, c'était une des meilleures tournées. La vibe était
vraiment nice. Le routing était vraiment cool aussi. C'était pas comme des 8 heures de drive à chaque jour. Des zigzags là, à gauche, à droite. OK. Puis c'était, je pense, la première fois qu'on était dans des conditions comme ça, loin de chez nous, où on était un peu le band sans hors contexte, en fait. On n'était plus au Canada, on n'était plus aux États-Unis, on était sur un paquebot, en fait, sur un paquebot. On était sur genre vraiment dans un univers qui c'était un peu inconnu, d'une certaine manière. Et moi, j'ai vraiment adoré ça. Je pense que Marc et Max aussi, ça nous a énormément rapprochés, je pense, cette tournée. Ouais, ça a vraiment cliqué avec eux autres aussi. Là. Même Ouais. on les a revus en Belgique lors de la dernière tournée. Puis tu passes 3 semaines. C'était 2 semaines et demie? 2 semaines et demie, mais on était tous dans le même van. Ouais, c'était deux c'était bands dans le intense. même van, fait que t'as pas le choix. Genre, ça passe ou ça casse. Ça bande. Exactement. ça casse vraiment beaucoup. Puis quand ça bande, ça bande for life. Là. Je suis curieux de savoir, vous connaissiez déjà beaucoup Max puis Marc avant, puis comment vous avez rencontré Nabil? Je pense que c'était au travers de François. On cherchait un bassiste depuis... parce qu'on était tannés de jouer juste les deux. Ouais. Il y a l'histoire de notre top. Et moi, c'est Frank qui m'avait dit j'ai des amis, là, tu t'entendrais tellement avec, vous avez les mêmes influences, ils font un band, tu devrais les contacter. Je pense qu'ils cherchent un bassiste. Je me dis, ok, tu sais. Puis, est-ce qu'on parle de Frank de Panic Attack, Okay. qui est souvent notre driver. Puis, c'est ça, dans le fond, on est ensemble sur le groupe Facebook de Montreal Hardcore. Et une année, on avait partagé nos disques préférés de l'année. Et il se trouvait que Max et moi, on avait des choses vraiment similaires. Ouais, c'était pratiquement la même Ouais, c'était affaire. pratiquement le même. Et donc, Max m'a écrit en me disant « Hey, nice, je pensais pas que quelqu'un d'autre à Montréal écoutait tel band. » Je pense que c'était Somerset Thrower. Ouais, ça se peut. Puis on a commencé à jaser. Il m'a dit « C'est toi l'ami de Frank ?» etc. On a fait le lien, puis il m'a parlé de leur band. Après ça, Nab était intéressé, puis on s'est rejoint à Musico-Pratique. Ah ouais. Dans le temps place. de la COVID, c'était 2000 était fermé. Ouais. Fait que moi et Max, on a jamais là une couple de fois. Une room, c'était... Mais Si tu penses qu'on était bassy des fois en show, là-bas, la room, c'était que de la bass. Là. Moi, j'ai dû apprendre 11 tunes à la Il est bass. arrivé avec son petit cahier, là, avec ses petites notes. Le musico-pratique, c'est celui qui est comme sur Saint-Laurent, comme vraiment au nord de la 40? Ou, Non, c'est dans Verdun. Ouais, Ah, c'est ok, ouais, à côté ok, du métro de l'église à Verdun. Tu sais, Ok. comme il loue... je pense que les Planètes Smashers, jamais là. Puis j'ai vu une couple de bands hardcore, jamais là. Puis même moi, un lieu historique. pendant la pandémie, j'avais pas de jam space, fait que j'allais jouer là tout seul. Je me prenais 2 heures le soir. Puis, tu sais, c'était quand même bien fait. Là. Il y avait des beaux drums, puis tout le backline était là. Mais tu peux aussi louer des baguettes, des cymbales. Tu peux Louer des littéralement baguettes? arriver là avec rien, Ouais. puis jouer. Fait que, Ok. ouais, c'est notre premier jam, puis on a joué, puis on s'est regardé, on a fait OK. let's go. Ben, ça m'amène à une question parce que parlant de Jam Space, là, je sais que vous êtes rendu ailleurs que musico-pratique maintenant, mais je sais que dans votre local, un lien que je peux faire avec toi, Marc, en fait, c'est Milankou puis le Kraken, évidemment, qui est comme 2 bands, on va dire, si à moi, on va dire, à un certain point. Ouais. À quel moment tu es rentré dans le Kraken? Parce que là, je pense, puis là, j'en ai encore plein de... Donc, je pense que ton arrivée dans le Kraken était dans l'exil. Ouais, moi, je suis arrivé juste après cet album-là, en fait. OK. Je pense qu'ils venaient de sortir cet album-là, puis ils ont eu un line-up change. Puis, ben moi, je connais Louis depuis super longtemps. Là. On avait, Kraken avait joué au Saguenay, à la salle des Chevaliers de Colomb de Kenogami. C'est bon. Puis, mon ancien band hardcore dans ce temps-là, Set It Ablaze. Hey, je l'avais même pas trouvé celle-là. Je l'avais Avec, 2 autres, mais pas lui. Avec Alex, John et Michael. On avait fait un show avec le Kraken. Puis, une couple de mois après, Louis nous avait booké à Montréal. Puis, on avait joué dans le temps, ça s'appelait le Local. C'est devenu le Black Dot, en fait. Puis, Ça n'a pas duré longtemps, ça, je pense. On dirait que ça me rappelle rien. Ça a quand même duré une couple d'années. Ok. Tu sais, il y a quand même eu vraiment des shows épiques là-bas. Puis ça a été shut down parce qu'il y a du monde qui a fait des plaintes. Les pompiers, un peu comme le Friendship Cove, là, les pompiers sont arrivés. C'était comme un deuxième c'est pas appart, un conforme. deuxième étage sur Papineau, quelque chose comme ça. Ouais, ça, c'était au-dessus de bibliothèque anarcho qui s'appelle... Oh my God, c'est quoi le nom?
Ça, c'est ça sur Saint-Laurent, dans le fond, pas loin l'Insoumis, du je pense, en tout Saint-Catherine. cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis. C'est à côté de Just for Love, non? Ouais, Juste ouais, pour ouais, rire. Ok, dans- c'est dans- ça, dans ce ouais. coin-là. Fait que c'est ça, moi, c'est là que j'ai connu Louis. Puis, ben, tu sais, on est restés chum toutes ces années-là. Puis, à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit Yo, comme moi, je veux aller à Guide dans le Kraken, tu veux jouer du drum. Je suis comme, Ouais. let's go, man. C'est comme, on est chum depuis longtemps, ça va juste être le fun. Ouais. Puis, C'est parce que j'avais vu, tu sais, le côté Kraken, puis Milanko qui se lit, c'est que. Là, attends un petit peu, je vais chercher le nom là, que j'avais écrit. Là. François Lemieux de Milanko. Tu as Ouais. déjà eu un band aussi avec ouais, Backlash. Backlash. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas une affaire Broken Clock. Ça, c'était avant, Ouais, c'était ça, avec c'était- mes chums du Saguenay. Il était pas là-dedans. Non, non, Ok. non. Non, moi puis François, parce qu'après avoir habité quand je suis parti de Chicoutimi, j'ai habité 2 ans à Québec. Puis je l'ai rencontré par amis interposés. Puis comme on dit, on veut un band à la Cursed Converge. Puis on a un recording qui est fait, mais qui n'est jamais sorti. Ok, c'est ça. Parce qu'on a eu genre 3-4 chanteurs différents. Puis bref, il n'y a pas de vocal. Fait que peut-être qu'à un moment donné, ça va faire comme le Punitive Damage à Nab. Fait que c'est ça, on a fait une couple de shows à Québec. C'était vraiment juste pour le fun, jouer de la musique. Ok. Puis là, moi, pour ça, j'ai déménagé à Montréal. Frank a suivi à Montréal, puis là, il est rentré dans Dark Circles. Fait qu'il a été dans les débuts de Dark Circles Aussi, ok. jusqu'à temps qu'on devienne un 3-piece. Ok. Fait que, ouais, puis là, c'est comme... Amani Milankou cherchait un autre guitariste. Fait que je leur ai dit, oh, j'ai mon ami Frank qui est là à Montréal, voulez-vous jammer avec? Puis le fit, ça a bien été. Là. Ok, ok. Ouais. Puis Broken Clock, c'était quel genre? Parce que là, je voyais 2008-2010, puis qu'il y a eu un démo, puis. Ouais, Broken Clocks, c'était avec Alexandre, Michael, John à la bass, John de Mid Divers, puis de. C'est quoi son autre band? J'ai un blanc. C'est-tu Baboon? Baboon. Ouais, c'est ça. Ouais. 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 Puis, fait que c'est ça, c'était. Dans le fond, on a starté cette band-là parce qu'on était tous fans de Killing the Dream, de Feater, de The Carrier, puis. Tu sais, on avait en tête Rivalry Records, Death Wish Records. Puis, mais je pense que la grosse influence, c'était Killing the Dream. Ok. Que j'en écoutais justement cet après-midi parce qu'ils font un réunion au mois de Juillet. C'est juillet. Hein? Ouais, Ouais. Rise and Fall, c'est novembre. Ouais. Killing the Dream, c'est juillet. Je suis en train de mijoter si je fais le vol pour ça. Fait quoi, c'était du post-hardcore. Ok. Puis on a joué vraiment souvent à Chicoutimi, à Jonquière, à Kenogami. Un band d'amis, puis on n'est jamais... On a joué à Québec une couple de fois, ouais. On avait fait une couple de shows avec The Carrier dans le temps. Jonquière, Québec. Ok. Puis, ouais, c'est vraiment, vraiment le fun comme band. Il y avait juste Solid à Blaze dans le pont que j'avais pas trouvé. Ouais, c'est que ça, c'est way back, là. Justement, tu sais, j'ai appris à jouer du drum dans Salita Blaze. Ok. C'était mon premier band au drum, puis moi, je pense qu'on apprenait tout à jouer de la musique, là. Mais ouais, on avait joué... Puis il y a des traces quelque part ou. Il y a un démo qui existe. Pas en ligne, il faudrait que je cherche sur mes Ok, vieux c'est bon. hard drive, mais je t'enverrai ça. C'est très, très, très lointain. Puis sinon, c'est ça, Max. D'ailleurs, je vais inviter le monde. Il y a un lointain épisode qu'on a fait avec Cetus, qu'on avait déjà un peu discuté de Deeper Well. Deeper Well, d'ailleurs, je pense que. Je ne sais plus qui me l'a amené, mais j'ai une cassette de Deeper Well. Je pense que c'est Emilien qui me l'a apporté à un certain point. Sûrement. Tu sais, ça a toujours été dit que c'était comme ton premier band, c'est vraiment là-dessus que tu as commencé à avoir un groupe et tout, mais j'ai entendu une entrevue, je pense que c'était comme Songwriting Malpractice que tu as passé, ou un de ces podcasts-là, que tu expliques que tu avais commencé à jouer de la guitare comme à 8-9 ans à peu près. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a eu entre le moment que tu as commencé à jouer de la guitare puis Deeper Well? As-tu quand même fait des choses genre de cover ou des petits spectacles quelconques, expériences de composition ou de scène? Ou, Non, c'était du gros self-doubt. C'est ça qu'il y a eu entre... Ah ouais? Ouais. Non, je veux dire, au secondaire, j'ai joué avec des amis, on a fait des affaires, genre... Il y avait un genre de secondaire à spectacle à notre école secondaire qui s'appelait Multitude, puis on avait appris des tunes de Weezer puis de Pearl Jam, puis on n'avait pas été retenus. C'est ça. Ah, OK. Puis non, après ça, j'étais plus intéressé au côté comme recording. Puis quand j'étais arrivé à Montréal, c'était ça qui m'intéressait plus. C'est là que j'ai rencontré Marc, mais comme Marc était déjà dans plein de bands. En tout cas, Ok. il était occupé. Puis je suis pas la personne la plus extravertie de la planète. Fait que d'aller vers des gens pour être comme « Hey, je veux starter un band », j'avais pas la confiance quand j'étais plus jeune. Puis c'est un peu de ça aussi que ça parle, le premier album de Spite House, de réaliser que, ben, à un moment donné, le self-doubt, ça suffit.
Ben, tu sais, c'est quoi tu sais-tu le moment que tu as décidé de montrer comment tu chantais à quelqu'un, en fait, puis de montrer tes compositions full git, voix. Mais dans le fond, Antoine de No Bones, puis je pense que vous l'avez eu pour Méfait. Méfait aussi, ici. No Bones était comme dans une place weird que finalement il chantait plus, il jouait du drum, puis je me souviens que ça allait pas full bien dans le band, puis tu sais, il avait passé à travers plusieurs membres, puis à un moment donné, je sais pas, comme à aller voir ses shows, puis à connaître Marc aussi qui avait enregistré No Bones. Je me suis mis ami avec Antoine, puis à un moment donné, on chillait, puis j'avais montré des tunes, puis j'étais comme hey, je veux starter un band. Puis tu sais, j'avais déjà mis beaucoup d'efforts, mettons, dans les tunes. Fait qu'il était déjà comme pas mal monté. Puis il était comme, OK, ben là, je vais chanter dessus. Puis c'était comme ça qu'on avait commencé le band. Puis il m'avait comme encouragé à faire des backs sur le recording parce qu'il trouvait ça cool. Puis il trouvait que les tunes en avaient besoin. Puis, tu sais, Antoine, il est vraiment bon chanteur. Fait qu'il était comme... C'était un bon coach. Puis il était aussi vraiment bon à comme... justement me mettre en confiance puis tu sais que ah bon ça c'était pas t'as fait sa note mais genre tu recommence tu vas l'avoir puis à force de le faire comme pour juste le premier recording de Deeper Well j'étais comme ah ok ben genre I guess qu'à un moment donné quand tu le fais assez de fois à un moment donné tu hits la note qu'il faut que ça soit fait que c'était comme ça puis on avait joué un cover de Archers of Loaf Web in Front puis dans cette tune là il y a comme une partie que c'est genre oh I ever wanted puis ça se répète. Puis il y avait besoin de quelqu'un qui fasse cette part-là au chant pendant que lui chantait la main part. Puis là, ben, j'avais commencé à faire ça live. Fait que c'était vraiment ça le premier truc qui m'a fait genre, OK, je suis peut-être capable de chanter. Mais même à ça, j'étais pas vraiment à l'aise. Puis c'est vraiment en montant Spite House que j'ai fait comme, OK, mais là, j'y vais, puis j'essaye pour de vrai. Puis si c'est pas assez bon, mais ça sera pas assez bon, mais au moins, je vais l'avoir essayé pour de vrai. Genre. Fait il y a quand même des tunes de Deeper Well que c'est toi qui avais composé, disons, guitare puis mélodie vocale. Pas la mélodie de voix. OK. Non, c'était vraiment plus la guitare que... Ouais, je montais la tune, la structure. En tout cas, le premier EP, c'était comme ça. Puis Emilien, il avait fait le drum dessus. Puis le deuxième EP, c'était comme plus tout le monde dans le band. On avait monté tellement de tunes. Puis il était supposé d'avoir un album à un moment donné. Puis finalement, comme j'allais dans une direction que les gars, ils aimaient pas full. Puis finalement, c'est tout mort dans l'œuf, cette affaire-là. J'ai encore plein de démos de cette époque-là, mais ouais, c'était comme quand c'est devenu tout le band, après ça, on était capable de sortir comme un deuxième EP, après avoir comme clearé, genre, je sais pas, des dizaines de tunes qu'on avait pratiqué, monté en jam. Puis ouais, c'est ça. OK. Ben, tu sais, puis on va dire, avec, tu sais, si Tusk s'est terminé, mettons, côté composition, on va dire, t'avais vraiment comme deux channels différents que tu fais comme vraiment classer tes tunes, tu sais, selon vraiment le côté tu sais, émotionnel, plus poppy, direct, puis l'autre côté comme plus intense à la Spite House. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire sentir, on va dire, dans les compositions qui s'en viennent, une espèce de, pas un merge entre les deux, mais on va dire un petit côté que tu vas quand même avoir cet exutoire-là de style de chanson que tu vas vouloir plugger. Non. Non? OK, c'est bon. Ça sonnera pas comme Weezer. Non, Non, pas à ce point-là. Les mais gars, tu ils sais, détestent Weezer. Moi, Sita, c'était vraiment mon projet. Genre, j'adore Weezer, puis je veux les copier. OK. Puis avec genre une twist comme heavy, tu sais. Puis, tu sais, Marco, Don, puis John, c'est des trippers de Weezer aussi. Fait que ça fitait vraiment bien. Puis je pouvais faire des tunes que je trouvais vraiment niaiseuses. Comme il y a des tunes à propos de mon chien ou whatever. Puis c'était correct parce que c'était comme léger, mais je pourrais pas amener ça dans Spite House. Je l'ai montré. Je sais pas amener pour rien. Ouais. Tiens. Je pourrais Encore pas... des très bons albums Mais tu sais, à écouter. j'ai encore le goût d'écrire des chansons comme ça, mais il faudrait qu'il y ait comme une maison à ces compositions-là, autre que Spite House. Parce qu'en fait, il y avait une tune qui était un peu comme ça sur le premier. On l'appelait La Fuzz. Parce que La Fuzz. Ouais. Puis La Fuzz était un peu de même. C'était comme des... J'avais fait des paroles à propos d'une affaire que j'avais lu sur Jim Carrey, genre. Ça avait d'ailleurs... Est-ce le vrai ou... Un clone. Un clone, masque. un imposteur, who knows. Mais ouais, fait que... Puis là, tu sais, puis il y avait quand même... Il y a moyen de trouver Jim Carrey... philosophe et spirituel dans certaines entrevues. Puis je m'étais comme inspiré de ça pour avoir comme écrit des paroles là-dessus. Puis le riff était je sais pas, il était trop simple. Puis genre,
c'était venu qu'on la pratiquait en jam, puis on était comme, est-ce qu'elle est conne, cette tune-là? Là, on l'avait enregistrée quand même, Ok. puis elle sonnait sick en enregistrement. Puis j'avais utilisé le mix de cette tune-là pour faire les autres tunes après. Ok, ouais. C'est à son C'était trop con. Peut-être en B-side à un moment donné. Là. Ouais, mais c'est Non, sûr, non, vous avez non, l'air ça. d'avoir quand même beaucoup de stock en background pour éventuellement justement sortir pas un B-side ou une espèce de compilation d'affaires pas tant. gênante. là, Pas tu sais. tant. On scrape rapidement ce qu'on n'aime pas. Ok, C'est- vous vous rendez pas au bout quand que. Non, on dirait qu'on le sait tout de suite. C'est comme viscéral, on se regarde. Non, ça marche pas. Puis c'est scrappé, ça revoit jamais le jour. Ok. Ou des fois, Marc, il a le doute day one, puis il a le doute jusqu'à temps que l'album soit sorti, que là, on joue la tune live, puis là, il est comme, ah, ok, c'est vrai qu'elle est bonne, cette tune-là. Littéralement, je peux hate une toune, là, mais à un moment donné, on l'a fait, puis je suis comme, ah yo, c'est trop. Comme Yo, la- elle est tellement bonne, cette tune-là. Là, je suis comme, ouais, c'est la tune Puis ça, que t'as j'ai vraiment appris avec le temps à délaisser. Hey, si je l'aime pas, là, on s'en fout pour vrai. Là. Puis de faire confiance à Max. Parce que, comme avec Deeper Wells et Toss, souvent Max est arrivé avec une tune complète pour Spite House. Il avait enregistré le drum chez lui, il avait fait la guitare, il avait tout fait. C'est comme, les gars, voilà la chanson. Il nous le déposait. Fait qu'on l'a pris, puis on Souvent, on arrive à rajoute tweaker nos des petites choses, affaires, puis mais, c'est- ouais. fait que il a vraiment fallu que je dise à mon cerveau, non, OK, s'il pense que c'est une bonne idée, elle va grow on me, puis laisse-le faire, puis souvent, c'est ça qui arrive. Ouais, ça rejoint ce que je disais, qu'on se fait confiance, même par rapport à ça. Là, genre, Max va rien amener, qu'il n'a pas déjà overthink 36 fois dans sa tête. Mais tu sais, dans le sens, on se laisse faire. Mais en tout cas, moi, je me laisse faire des mauvaises idées. Puis là, après ça, c'est comme si les trois, on la file pas, tu sais, là, c'est tout de suite, on la Oh, claire. ouais. Mais s'il y a comme de quoi, on essaie de quand même l'explorer jusqu'au bout. Mais c'est jamais perdu. Tu sais, des fois, tu le reprends dans un autre contexte, puis ça fait mieux. Puis, tu sais, Ça des m'est espèces jamais de arrivé, manque ça. de. Ouais, Non. tu retournes jamais. Ça m'est jamais arrivé que je suis comme, ah, ça, c'est semi-bon, mais peut-être ça pourrait être comme recyclé dans de quoi. Ça Ouais. m'est jamais arrivé que j'ai De été ressortir capable un de faire archive, ça, non. OK. Peut-être Mais- dans le futur. Ouais. J'en Ça ai va plein de vieilles tunes pas bonnes là, qu'on pourrait utiliser pour le prochain. Le prochain, ça va être que des tunes pas utilisées de Deeper Well. Faut que ça reste un secret. Puis, ah oui, une affaire que je trouve vraiment cool aussi de Spite House, que j'ai découvert en préparant cette entrevue-là. J'avais jamais vu à quel point que, même on va dire le côté, bon, le visuel des albums, puis que les vidéoclips aussi ont vraiment beaucoup plus de signification que qu'est-ce que tu vois au premier degré. Mm. Tu sais, du tape à l'œil, là, je pense que c'était... il y a eu du travail aussi avec Jordan Agoudi, qui a fait des clips d'ailleurs aussi pour Golfer. Mhm. Pour d'ailleurs avec Julien qui a sub dans Mhm. une tournée justement. Et qui sub pour la prochaine aussi. OK, pour la côte ouest. Ouais. OK. Très bon. D'ailleurs aussi aller écouter Caniche, là, moi c'était mon je pense que c'était mon album numéro 1 l'année passée ou numéro 2, Yes. mais Caniche gros album en plus. Puis Il joue aussi avec euh, Vincent Ford de Golfer pour Ouais. son projet solo. Très bon ça aussi là. Mm. Vincent, je vais essayer de le convaincre un jour de Bah oui, venir. bah oui. Ouais. Moi ce qui gênait un petit peu mais je vais le dire. Oh. Je vais Mais dire sinon- de venir. Ouais, parfait. Je vais dire à Julien qu'ils disent que. Je vais dire qu'ils disent. Ton influence. Ouais. Ah non, mais c'est un virtuose, là. C'est important là, que Ouais, le vraiment. plus de monde possible connaisse sa musique. Puis, oui, c'est ça. Fait qu'il y a tout le côté aussi dans les vidéoclips. Là, je cherche le nom, c'est lequel? Oui, on va faire le lien avec la pochette. Stale Change, avec la pochette et l'art, on va dire, de Dominique Saint-Aubin. D'ailleurs, qu'on a parlé il n'y a pas longtemps parce que je savais pas qu'il avait été dans Tears from the Sky avec Seb de The Matchup et tout ça. Mhm. Et dans Argument aussi avec Don qui était dans Citus. Oui, il y a comme Ouais. 2 degrés de séparation dans tout. Je sais pas si je vais vous laisser l'expliquer en fait le concept de la pochette, vu que moi je le sais, mais que je trouvais ça vraiment cool en lien avec le vidéoclip de Stale Change aussi. Mhm. Bah, déjà, tout est intentionnel, je dirais, dans ce qu'on fait, au point de vue des visuels. Et ça, que ça aille de l'album, du concept autour de l'album, jusqu'au vidéoclip, jusqu'à illustrer vraiment tout ce qui n'est pas dit forcément dans la chanson, mais qui est pensé, qui fait partie de la chanson, si on peut l'amener visuellement, c'est ce qu'on a pu chercher à faire. Mais je pense que Max en a à dire là-dessus. Ouais. Mhm. Dans le fond, le artwork de Désertion, c'était vraiment basé sur la construction et la déconstruction. Le concept de l'album, c'est un peu comme de revivre mon parcours
de devenir un adulte à travers les deuils que j'ai vécu. Fait que l'album, la pochette, c'est comme... c'est une œuvre d'art qui a été comme décalissée, qui a été remis ensemble, puis qu'on a mis dans un contexte comme de galerie d'art. Puis après ça, il y a comme aussi, il y a genre un nuage là, qui a été peint en arrière puis qui traverse. Parce que l'album, c'est un peu comme... en tout cas, quand tu disais c'est un peu comme un récit, là, c'est comme... en tout cas, il y a de quoi là-dedans. Puis Dom Saint-Aubin, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup en tant qu'artiste. Surtout dans ce qu'il fait d'abstrait, parce que il cherche tout le temps à dire quelque chose avec son art. Puis ouais, ça a été comme quand même un challenge, je dirais, cette pochette-là. Il y a eu beaucoup de back and forth avec moi puis Dom, parce que on essayait plein d'affaires. Je pense qu'il y a eu comme 4 pochettes différentes qui c'était presque ça, mais ça disait pas assez. Sous le même concept, avec les mêmes teintes aussi. Ouais, puis tu sais, comme quand je rencontre Dom, on parle des tunes, on parle de c'est quoi la vision du projet, etc. Fait qu'il y a déjà ça en tête quand il commence son travail. Puis ouais, je sais pas trop quoi d'autre dire dessus. Mais est-ce que c'était, on va dire, son concept? Est-ce que c'est vous autres qui l'avez écrit? Parce que là, j'avais vu c'est un peu les deux. Laisser tomber et Fragilité. Je pense qu'il y a comme eu une exposition là-dessus. Est-ce que c'est directement basé sur la pochette ou c'était déjà... Je dirais que c'est comme je dis, là, c'est un peu collaboratif, là, dans le sens que j'explique, puis là, il donne des idées, puis là, moi, je donne des idées, puis après ça, comme on essaie d'arriver à un point commun à travers tout ça. Puis, mais oui, il a mis genre vraiment beaucoup d'efforts dans ce projet-là, puis il a été patient avec moi parce que j'étais comme, tu sais, je voulais que ça soit d'une certaine façon, puis c'est ça. Tu sais, comme il y a un aspect aussi que je voulais lâcher l'espèce de... que ça soit absolument beau esthétiquement parlant. Comme je voulais que ça illustre quelque chose comme de destructeur, puis que ça soit pas, tu sais, que ça soit beau, c'était pas nécessairement le but principal. Fait que c'est ça que ça donne. Okay. Puis dans Stealth Change, c'est comme la tune parle un peu, tu sais, de revenir au deuil, puis tu sais, c'est comme à quel point le deuil te change, puis après ça, tu peux penser que le prochain va être plus facile ou il va être la même affaire, mais c'est ça, c'est le changement qui reste un peu pareil, mais un peu pourri. Puis le vidéoclip, c'est le artwork qu'on a encore une fois brisé, remis ensemble. Okay, on a essayé de le faire fondre. Puis c'est comme un peu, tu sais, c'est un visualizer plus qu'un clip, okay. Là, mais le but, c'était comme de mettre l'emphase là-dessus. Y a-t-il beaucoup de discussions justement sur les concepts des clips comme en band? Parce que là, on ramène, tu sais, même pour Dying Leaves, le côté, là, tu sais, de ce que j'ai vu, c'était carrément le chemin filmé que tu prenais pour aller à l'école, le dernier trajet que ton père a fait, tu sais, entrecoupé, tu sais, mais tout ça, quand tu vois le clip, nécessairement, tu ne sais pas si personne te l'explique auparavant. Puis je pense que vous êtes vraiment impliqué aussi là, dans la création de l'idée, le montage et tout ça. Fait que comment est-ce que les vidéoclips, vous les approchez vraiment en même temps que vous écrivez les chansons? Non. Parce que c'est beaucoup basé sur les paroles aussi. Puis, ouais, c'est pas en même temps, mais je dirais que c'est plus comme en écoutant les chansons une fois qu'elles sont finies. Là, après ça, il y a des idées qui viennent. Puis il y a des visuels qui nous viennent en tête. Puis qu'on essaie de rendre. Okay. Ouais, je pense qu'on y va au feeling. Une fois que la tune est toute faite, tout enregistrée, mix, mastered, puis on l'écoute. Il y a aussi une question, tu sais, veux pas de moyens. Là, c'est comme, on essaie de penser, OK, comment on pourrait conceptualiser ça, puis que ça coûte pas full cher parce qu'on n'a pas de budget, puis genre, tout ça rentre dans l'équation. Là, le truc de Stealth Change, ça a pris un après-midi, puis c'était juste comme, OK, on fait ça, puis pour Dying Leaves, c'était quelque chose que je voulais faire. Quand j'ai écouté la tune, j'étais comme, mais ça serait cool que, tu sais, pour moi-même, de retourner là. Puis parce que j'étais jamais retourné faire ce chemin-là. Fait que quand on voit le clip, c'est la première fois que je refais ces trajets-là. Puis je trouvais que ça avait comme un poids émotionnel qui rajoute. Puis, tu sais, veux pas, les tunes, en tout cas, moi, les trucs personnels que j'écris, je les écris vraiment pour m'exprimer, puis je le fais pour moi. Fait qu'après ça, la signification, tu sais, comme on peut en parler par après, mais c'est pas essentiel pour nous que les gens comprennent exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est ça, parce que tantôt, quand je pense que c'est Marc, tu disais que, tu sais,
que Max vous envoyait comme des descriptifs puis tout ça, on parlait, disons, de B-side ou de, disons, un Extended Edition. Moi, au contraire, je pense que ces genres d'affaires-là, si ça vous tenterait, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant à faire, de comme mettre une espèce de, un livret plus épais avec ces descriptifs-là, des liens avec les vidéoclips, des affaires un petit peu plus détaillées. Là, je suis pas mal sûr qu'une petite édition spéciale... je pense qu'on pourrait en avoir vraiment long à dire. Ouais, mais c'est sur, ça. Mais sur d'un la autre côté- composition de chacune, comment on a pensé à ça, Ouais. puis Ça va être sur notre Patreon. Parfait. $6 par mois. Je suis d'accord, mais je pense aussi que less is more, tu sais, genre, Ouais. ces détails-là, comme tu dis, c'est un peu des nuggets, mais on le fait pour nous avant tout, parce que ça fait partie des chansons, de la façon dont on les visualise. C'est pas forcément pour présenter quelque chose de tout lisse et prêt à tomber dans les mains d'un public, entre guillemets. Fait que c'est vrai, quand on en parle comme ça, oui, effectivement, c'est intéressant. C'est des choses auxquelles dont les gens sont pas forcément conscients. Mais je C'est sais du pas si on veut que ce soit plus-value forcément aussi, le focus, ces Ouais, choses-là. ok. Je pense que ça fait partie du tout. Je pense que si on avait un album B-sides à faire, ça serait les démos des 2 premiers albums. Mhm. Ok. Parce on record tout une première fois à notre Jam Space. Ouais. Puis comme pour le premier album, la pré-prod était tellement bonne qu'on pensait sortir celle-là. Ouais. Ceux qui sont Mais sur le finalement, démo, on est dans le comme, fond. OK, on va Non, re-record. ça, c'est les vrais tunes. Dans le fond, c'était pas un démo, c'était vraiment un promo Ok, tape. ok, ouais. Fait Ah, que le but, c'était juste genre de sortir des tunes sans sortir direct un LP puis que personne nous connaisse puis que ça soit trop, genre. Ok. C'est comme une promo tape. Ouais. Il y a juste un morceau des Ah, il y a un pré-prod, démo, il y a un c'est démo, la ouais. version de Essence. Ouais. Qui est sur la cassette. Ça, elle vient directement des pré-prod parce qu'elle sonne vraiment différente que sur l'album. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus un côté un peu Dinosaur Jr. sur cette version-là que j'aimais beaucoup. Et là, on s'est dit que c'était pertinent de présenter cette version-là pour ensuite présenter plus tard une autre version. C'est quand même deux tunes qui sont assez différentes au final. Mais sont vraiment intéressantes nos versions démo. On est si intéressants. Non, Non, mais tu sais, dans le sens, il y On a va faire un podcast, pas de genre. clip, ça wave, il y a ouais. full d'improvisation, puis c'est pas super douette. Encore une fois, c'est quelque chose. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait pour Attends, nous dis avant droite. tout. Fait Du que- droite, il va pas l'éditer. On va juste faire un montage de... Ouais, une autre affaire, tu sais, par rapport au clip, je pourrais donner l'exemple de 10 Days. C'est Nab qui avait eu l'idée de genre, on fait tout de quoi avec des masques, genre avec un masque. J'ai un ami qui fait des masques vraiment cool que tu pourrais plugger d'ailleurs. Ah ouais, Célia qui a fait ce masque, qui est une artiste un peu multidiscipline. Elle fait des livres pour enfants aujourd'hui. Puis j'avais vu ces masques en papier mâché. Je trouvais ça vraiment cool. Puis j'avais vraiment l'idée on pourrait se servir de ça pour avoir un vidéoclip avec des personnages sans que ce soit des humains, entre guillemets. Fait que quand Max est venu avec ce concept d'avoir une représentation de sa mère dans le vidéo, moi j'ai tout de suite pensé, on n'a pas forcément besoin que ce soit joué par quelqu'un, on pourrait avoir justement utilisé ce masque qui est très expressif, mine de rien. On a tenu à ce qu'il soit expressif comme ça. Mais le résultat est génial. On est super content de ce que Célia a fait. Puis le lieu de tournage, c'était quoi cette maison-là? C'était pas comme une maison dans le quartier, justement, où que... C'est un t'as studio grandi, qui se loue. Ok. Puis, vous pouvez tout aller refaire le clip de Je pensais que c'était comme Spike une House. Il y a maison même hantée. quelqu'un qui a fait genre un clip pas longtemps après nous avec un masque. Puis, ouais. Ah ouais? Ghost. Genre Dano, il l'a genre call out sur son Instagram. Ouh. Mais ouais, fait que c'est un studio que j'ai trouvé sur Internet. Puis je trouvais que comme ma mère, elle aimait beaucoup les trucs des années 70. Puis son appartement ressemblait à ça. Moins flash, là. Tu sais, les tapis étaient pas bleus chez nous. ouais. Là, mais ça me Le petit faisait côté penser rétro, à ça. Puis j'étais comme, OK, on essaie-tu de le faire là? Puis ça a donné un truc que je trouve nice. OK. Mais ouais. Charles, je vais te demander Ben, c'est t'sais, quoi le Ben après. Hein? Mais par rapport à comme quand j'ai pensé à écrire cette tune-là, je pensais pas au clip déjà. Puis après ça, c'est comme en pitchant des idées qu'on en est venu à un concept ensemble. Puis à chaque clip, c'est un peu différent. Mais tu sais, c'est ça, je voyais beaucoup que ton nom revenait dans disons, l'idée, le montage, l'editing, la réalisation. Ouais. Puis une chose que, là, de la tournée que vous venez de faire en Europe, une des choses que vous avez faites, c'est que vous avez fait beaucoup de footage, Ouais. même des petits clips dans chaque pays que vous avez fait. Puis Ouais.
sont vraiment super qualité. Puis là, je sais que Marc, t'es photographe et tout. Fait que je sais pas si t'es impliqué dans la photographie ou les tournages de ces affaires-là, parce qu'évidemment, à chaque fois que vous sortiez d'une ville, j'ai l'impression que vous faisiez ça dans van entre deux villes pour... C'est littéralement ce qui se Ouais, passait. Ouais. Ouais. Fait que Moi, j'ai été professeur de. professeur de vidéo, puis de photos, puis de caméra, De puis de editing. iPad, puis de CapCut. Dans le fond, sur la dernière tournée, ma blonde est venue, ma blonde Noémie, que ça fait 13 ans qu'on est ensemble, est venue avec nous, puis son rôle, c'était de faire du contenu, puis de nous aider avec la merch. Puis elle s'est rendue compte que c'était une vraie job de faire du contenu, puis que fait que ça a été challengeant. Mais je suis content de t'entendre dire que le footage était cool, parce que c'est littéralement la première fois qu'elle a fait ça. Puis c'était la première fois qu'elle gossait avec une caméra. Puis Ben, la qualité d'image est super bonne, le montage est bon. Puis tu sais, quand tu regardes des stories sur Instagram et tout, ouais. c'est rare que t'attends qu'elle finisse pour passer à l'autre, mais ceux-là, Ah. c'était quand même assez captivant, puis le visuel cool. était comme parfait et tout. Fait que, ouais. elle va Continuer. apprécier. Coupe, ça, faut pas le couper. Là, Non, il n'y a rien de coupé. On apprécie. En fait, on n'est pas très bon à prendre des photos, des vidéos au quotidien. Quand on est en tournée, on est vraiment plutôt dans le moment présent. Fait que c'est ça, d'avoir un peu ce contenu qui nous permet de de documenter tout ça. Mhm. C'était vraiment le but. Ouais. Et moi, je suis vraiment super satisfait Ouais, elle a de été ce qu'elle a super fait. bonne. Là, je pense que c'est la première fois qu'elle utilisait elle avait utilisé un petit peu avant. Mais Fait que genre, là, chez dans vous, Van, moi, je dis, OK, pour changer le ISO, c'est ça. Changer ton shutter speed, c'est ça. Ok. Si tu veux mettre un profil, Elle avait c'est quand même ça. des connaissances de Puis, base. ouais, non, Ok, c'est ça. On Ben, parlait- on l'a bien. Tu sais, moi, j'ai fait un speech sur tout ce que je connais. Puis c'était une nouvelle caméra aussi qu'on avait achetée pour ça. Ok. Fait que même moi, je connaissais pas trop comment l'utiliser. Fait que, tu sais, j'ai comme un Les principes de base. Ben, là, c'est ça, mais- des connaissances de base. Parce que, mettons, le clip de Hope, moi, je l'avais fait avec ma caméra, la Canon Canon T3. T3i, tu sais, qui était genre 3 settings dessus. Ok. Puis si tu mets une bonne lentille dessus, ben, ça le fait tout seul. Là. Là, cette caméra-là était plus compliquée, mais j'avais comme fait un speech sur les connaissances de base que j'avais. Puis là, elle était comme, OK, tu sais, comme, I got this. Puis après ça, elle s'est rendu compte, ah non, c'est pas mal plus compliqué. C'est à Puis là, force de le faire. Marc, là, il lui a aussi montré beaucoup de qu'est-ce que lui connaît pour la photo, puis tout ça. Puis après ça, c'était, man, elle éditait ça sur un iPad dans les drives. Puis ouais, il y a eu du sacrage, mais... Elle a pas le mal du transport non plus, j'imagine. non. OK. Ça. Mais ouais, elle apprenait vraiment à le faire Ok. sur le tas, puis elle a fait vraiment de bonne job. Parfait. Ça va continuer, je pense, parce que qualité. Mais je me suis demandé aussi, parce que le côté photo, Marc, t'en fais. Ouais, ouais. Je pense qu'on t'avait mentionné aussi avec Dig It Up, vu que c'était toi qui avais fait comme Ouais. ça avait été sélectionné les photos pour leurs différents singles. Ouais. Est-ce que t'en fais quand même beaucoup? Tu sais, tu fais du live, tu fais aussi des photos de ville, puis de. Tu sais, pour ton plaisir personnel, mais y a-tu des photos plus que des Dig It Up qui ont été pris pour des albums, des posters ou des choses comme ça que le monde ne sont pas au courant? Ouais, ben il y a Serpent Corpse de Montréal qui a pris 2 fois de mes photos pour dans leur album. Qui d'autre? Bruiserweight? Ouais, Bruiserweight, j'ai fait beaucoup de photos promo pour eux autres, mais ils changent de line-up aussi souvent que je prends des photos d'eux autres. Peut-être qu'ils vont utiliser ceux-là que je viens de prendre là, avant qu'ils changent de line-up. Tu sais, dans le fond, j'ai toujours une caméra avec moi. Ok. Tout le temps. En tournée, c'est mon journal de tournée de prendre des photos. Puis, mais quel autre band pourrait avoir utilisé mes photos? Je me souviens pas. Mais le monde, il regarde tes Vite photos comme puis il ça, sélectionne, mais tu fais pas nécessairement des sessions. Je sais pas, je suis vraiment plus comme on the spot. Ok. Là. J'ai fait, Casino, que j'ai fait un shooting photo avec eux autres. Mais je suis pas, j'ai toujours de la misère à comme. Citos. Oui, c'est vrai, Ah ouais. des photos de Citos. Ouais, je suis pas dans le genre de personne qui va être à l'aise. Ok, toi tu te places comme ça, place-toi comme Ah ça, ouais. prendre le temps. J'y vais plus comme candide, Ok. photographie très candide. C'est Puis, un artiste. beaucoup de street. Puis c'est ça, j'ai commencé à prendre des photos de show parce que je voulais avoir plus de photos des drummers parce que le monde prenne pas souvent des photos des. Où ils sortent mal parce qu'il est trop loin. en Ouais, arrière. Ouais. exactement. Puis j'avais commencé la photo pendant la pandémie, puis je pouvais plus jouer de musique, il me fallait un outlet artistique. Fait que j'ai fait, la photo c'est nice. Ok. Finalement, si tu peux. La photo, c'est pas de l'art. Good lord.
Fait que, ouais, puis même un des photoshoots de Spite House, c'est ma femme, Chloé, qui l'a fait. Elle était 7 mois enceinte, puis c'était au mois de juillet, il faisait 40 degrés. Puis non, penche-toi plus bas, là, mets-toi plus bas pour prendre la photo. Puis c'est encore notre photo qui est sur Spotify, je pense. Non, on l'a Puis changé, maintenant- mais c'est. Ouais, je veux dire, c'est une autre photo qu'elle a prise. Ouais. Ouais. Dans la même session. Non, une nouvelle, mais Une nouvelle session, elle était moins enceinte cette fois-là. Ça. un petit peu moins. Mais une affaire, là, c'est ça, là, j'ai failli passer à côté, là, je m'en serais vraiment voulu. Là. Je veux quand même vous parler aussi du fait que vous êtes toutes dans Will to Speak. Un band, je pense que c'est beaucoup Carl Saint-Pierre qui a comme créé monté. On n'a Est-ce rien qu'on à t'a- voir avec ça. Vous êtes juste des hired guns. Ouais. OK. Mais y a-t-il une nouvelle affaire qui peuvent s'en venir avec ce projet-là ou Oui. Peut-être, on a des tunes qu'on n'a pas enregistrées. C'est juste compliqué avec Spider's parce que c'est notre priorité, puis on est vraiment occupé. C'est même dur pour nous de jammer autre chose que des sets live pour préparer des tournées Ouais. avec Spider's. Fait que ça dépend du temps qu'on a, des disponibilités de chacun. Carl est aussi pas mal occupé avec ses nouveaux projets. Là. Il fait je pense aussi qu'il y a 3-4 bands aussi. Ouais. Ben, il joue à soir. avec New vous avez- Release. Ouais. Qui est Marco dedans. Mais je pense que quand on se fait offrir des shows Will to Speak, on est comme, OK, let's go. Là, on va faire de quoi? Puis en jammant pour le show, on va composer 2-3 tunes. Puis, Là, cet épisode-là devrait sortir mi-avril, genre, disons par hasard. Là, est-ce que vous êtes au Madhouse ou. C'est bon? Non, Will to Speak, on s'est pas fait demander. Ok. Je crois pas. Ouais. Je pense qu'il y a une année sur Oh, deux. peut-être Speak, qu'ils ont demandé à Carl, je sais pas. Mon montage va être plus facile finalement. Vous voyez, une erreur qui en vaut la peine. Ouais. Mais le temps file, puis j'avais quand même une petite dernière question pour mettre en contexte, parce qu'une chose qui m'a captivé aussi sur le parcours de Nabil, c'est le Just Say Yo zine qui a de l'air de vraiment avoir un rayonnement. Même le lien avec NMZ avait de l'air de partir de là. Mhm. Est-ce que des zines, c'est quelque chose que tu voudrais repartir à faire ici ou Je pense que ça fait 7 ans que je travaille sur un zine techniquement. OK. C'est marrant parce qu'on va voir Spiritual Cramp ce soir. Puis j'ai interviewé Mike, le chanteur de Spiritual Cramp, dans son ancien band Creative Adult. Ça va faire 10 ans cette année, puis l'interview est toujours pas sortie. Fait que, Ah ouais, que c'est bon. Ça va être au bout du jour. je pense souvent, oui. En fait, je contribue à un zine qui s'appelle The Counterforce. C'est notamment Martin de Verify, de Violent Intent, Street Gloves qui s'en occupent. Je fais surtout des chroniques d'albums ou même des chroniques de zine. Puis ça me permet un peu d'avoir du contenu, de faire des choses qui me viennent sans avoir une deadline en tête. Mais disons que ce que je faisais dans Just Say Yo, c'était des entrevues qui étaient assez poussées. Hein. C'était vraiment des entrevues d'1 heure, à tout retranscrire, c'était très long. Puis ça allait chercher vraiment, fouiller dans les détails. Un peu comme tu fais avec ton podcast, dans le fond. Ils sont Puis, pas disponibles nécessairement, je crois. Faut que tu les ailles papier. Non, j'en ai ou, quelques-uns. S'il y a du monde qui en veut, il doit m'en rester 2-3 de quelques numéros Ok. que j'ai chez nous. Mais j'ai des PDF en ligne aussi. Je peux te les Ok, envoyer ouais, si tu parfait. veux les mettre Ouais, en lien dans l'émission. Je suis le public cible des longues entrevues. Ouais. Ouais. Non, mais c'était un projet, je veux dire, qui m'a jamais quitté parce que c'est une extension pour moi de mon amour pour la scène punk, hardcore, etc. De faire des entrevues avec des bands que j'aime. Si tu regardes les sommaires des zines, ça par rapport là, genre c'est des bands qui ont rien à voir les uns avec les autres, mais ça, je trouve que ça reflète vraiment mes goûts. C'est ça, c'était une façon de contribuer à la scène, c'est une façon aussi de connecter avec des acteurs de la scène, des groupes, des labels, etc. Ça me permettait aussi de connecter avec d'autres gens qui aimaient les fanzines, notamment Nick de New Morality, parce qu'il a commencé donc avec un fanzine, New Morality Zine. On s'est écrit pour s'échanger des zines, puis on est resté en contact et quand l'album de Spite House était prêt, il avait commencé son label, à sortir des disques. J'aimais beaucoup les quelques sorties qu'il y avait eu. Je trouvais que c'était un bon fit. Je lui ai demandé si ça l'intéressait éventuellement. Je pense que je l'ai juste envoyé pour avoir déjà un peu son avis, puis éventuellement, si on devait le sortir, qu'est-ce qu'il en pensait. Puis il a été tout de suite Ouais, c'est emballé. ça. Vous êtes rendu à combien de pressing là, du premier album? Je sais que j'ai vu 5 ou 6e. Ouais, il y en a 4 avec New Morality, je pense. Un 4 puis un avec Pure Noise. Ouais, Ok. donc on est sur 5 pressings pour le premier album. Ouais. Une chose que j'avais vue avec Just Say Yo, puis là on parlait de Solid tantôt et tout ça. Tu avais fait une entrevue
avec Solids, de ce que j'ai vu à un certain point. Mais là, ça se peut que tu en aies fait plein, puis ça te revienne pas, mais... Non, je pense pas. J'avais fait une interview avec Sport, qui avait tourné avec Solids. Ah, peut-être c'est ça que j'ai vu. Ok. Fait que tu connaissais pas déjà... Non, je connaissais ok. pas Louis. J'avais vu Solids à Lyon avec Sport. J'avais vu Golfer aussi à Lyon ouais, ok, avec Sport. ouais. Puis au Fluff Fest aussi. Non, je pense pas. Le tout premier zine que j'ai fait, par contre, j'avais fait un article sur Fifth Hour Hero de Québec, je pense qu'ils sont de Québec, qui est pour moi, à ce jour, un de mes groupes québécois préférés. Un de mes groupes, ouais, j'ai connecté vraiment fort avec ce band-là, puis c'était dans l'année où ils se sont séparés, je dirais. Ouais. Peut-être un peu avant, j'ai découvert avec le DVD No ID Records. Puis... Mais ça revient avec Balou qu'on a dit tantôt, ou même Carrington, ce que je pense que Max a enregistré récemment, c'est le batteur de Fifth Hour Hero. Okay. Ouais. J'ai juste fait le mastering. OK. J'avais suivi, tu vois, Romeo, tout ça. Puis, OK, ouais. Ouais. Mais vraiment, Fifth Hour Hero, pour moi, c'est vraiment spécial comme band. Ouais, je les ai jamais vus, mais j'ai l'affiche de leur show à Lyon. J'avais ça dans ma chambre d'ado. C'était avec Sainte-Catherine, je pense. Ouais. Ben c'est les deux groupes de cette époque-là qui faisaient vraiment de la tournée puis qui sortaient du Québec un peu. Fait que, J'avais interviewé Hugo des Sainte-Catherine dans une émission de radio avec le chanteur de Woodwork aussi. Qui s'appelait Go Ahead à Toulouse. C'était à l'époque de l'album après Dancing for Decadence, quand il venait de sortir. Ouais. Ben, puis Rock'n'Roll, Maximum Rock'n'Roll aussi, t'as écrit pour eux, de ce que j'ai pu voir? Ou Non, je pense que j'avais fait une interview avec The Skate Witches. Il me semble, c'était le groupe de Christine de Punitive Damage, qui est une skateuse professionnelle. Ils ont sorti un film sur eux, je crois. Non, il y a un vieux film des Skate Witches qui s'appelle The Skate Witches. Ça vient de là. Je pense que j'avais fait une entrevue avec... et puis, elle était sortie dans Maximum Rock'n'Roll. OK. Ouais. Mais après, j'ai déjà contribué à d'autres fanzines aussi, comme ça, des interviews, des chroniques, beaucoup, des tour reports, des scene reports. Il y a tout un monde du fanzine qui est, je dirais pas qui est mort du tout, mais qui est plus aussi actif que c'était il y a une quinzaine d'années, où c'était vraiment... Il y avait beaucoup de connexions entre les villes, entre les scènes. Et même, je veux dire, même Montréal, moi j'ai le fanzine La Peste, par exemple, que j'avais acheté à l'époque. Et je me suis rendu compte maintenant que je suis ami avec des gens qui écrivaient dans ce fanzine-là sans le savoir à l'époque. Dans l'anonymat. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est très présent. J'en achète encore des fanzines. J'en ai encore acheté genre 3 ou 4 ce mois-ci, là, no joke. Il y en a quelques-uns à la boîte à musique, d'ailleurs. Là. Je sais que, tu sais, passer par Cité 2000, aller au magasin en bas, puis ils ont quelques vestiges. Oui, ça fait très magazine, là. C'est très pro. Ouais. Après, il y a la distro de Counterforce. Si le monde à Montréal cherche des fanzines un peu de la scène punk hardcore, je veux dire, le contenu est aussi sur Internet, puis ils distribuent d'autres fanzines. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose de vital dans une scène, puis même avec Internet aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose de particulier. J'aime vraiment l'opportunité qu'on a des fois de participer à des fanzines avec Spite House. On a pu faire des interviews, puis je trouve que c'est vraiment valorisant, surtout quand c'est des zines que je lis. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus détaillé, personnalisé aussi. Là. Tu vois, je trouve qu'on peut plus rentrer en matière, mais c'est aussi le format des podcasts, c'est ça qui est cool aussi. Ouais. Les nouveaux zines, mais audio. Et vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté encore là, d'être venu jaser cette petite heure, même peut-être heure et demie de tout ça. Merci de l'invitation. Ouais, merci à toi. On souhaite aussi pas qu'on souhaite, mais je veux que les gens aillent plus voir aussi Spite House en spectacle. Vous faites beaucoup de tournées. Fait quand il y a des spectacles, je pense que vous faites surtout comme Montréal-Québec, de comme pas vous rater quand que vous faites quand vous faites des passages. On a commencé ça avec Desert pour commencer, puis là, on a plugué Will to Speak, fait que je vais aller mettre Eye to Eye de Coward's Game, qui est sorti 2024, si je ne me trompe pas. Et pour terminer, la suggestion des Insoumises, on va aller écouter... là, je ne sais pas, je pense que selon les dates, ça va être sorti. On va aller écouter une chanson de Rubble, Paralysis, un nouveau band que je vais dire faire un shameless plug. On va sortir la cassette sur Rough Times Records, notre label de cassette. Allez écouter ça, je pense que c'est tous des membres aussi là, que vous connaissez de différents projets. Puis, ils ont des spectacles, eux autres, d'annoncer, mais là, avec les dates, je ne vais pas encore me fourvoyer de comme, me donner de la job de montage, mais il y a des shows qui s'en viennent. Fait qu'on va finir ça avec Rubble. Puis sinon, merci beaucoup, Spite House, encore une fois.
d'être Merci, passé. à la Merci. prochaine.